Donc, aujourd'hui, nous écoutons Catherine Vito de Wenden, qui est politiste et juriste. Et effectivement juriste, directrice de recherche émérite au CNRS et rattachée au CERI, un centre de recherche international, qui est une unité mixte de recherche CNRS Sciences Po. Donc Sciences Po, institution où Catherine Vito de Wenden a aussi enseigné en master un cours sur les politiques migratoires en Europe. Donc, depuis votre thèse, en fait, votre doctorat consacré aux politiques migratoires en Europe, aux migrations et aux politiques migratoires, vous n'avez pas cessé de publier très régulièrement sur ces sujets. Sur le sujet des migrations, sur le lien entre citoyenneté et migration, avec donc de très nombreux ouvrages, comme par exemple La citoyenneté européenne, aux presses de Sciences Po, ou Le droit d'émigrer, aux éditions du CNRS. Vous avez également encadré une vingtaine de thèses donc portant sur le sujet des migrations, sur le sujet du droit d'asile ou sur les cultures européennes également. Et les tout derniers ouvrages de Madame de Wenden sont ici, donc ont été publiés notamment pour le dernier en janvier 2025, dont l'Atlas des migrations aux éditions Autrement, qui est réédité très régulièrement. Une première édition en 2005 et donc la dernière édition cette année. Donc dans ces ouvrages, vous indiquez regretter que le sujet des migrations soit aujourd'hui plutôt l'objet d'enjeux idéologiques que le terrain de travaux scientifiques sur le fait migratoire. Et donc c'est pour ça que nous vous avons invité aujourd'hui pour cette conférence intitulée Migration et droits de l'homme. Alors, avant de vous passer la parole, je dirais un dernier mot. Vous êtes membre de nombreux instituts, conseils. Vous avez notamment été... Oui, alors sur votre sujet, évidemment. Notamment expert auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour l'immigration. Et vous ne savez peut-être pas, vous qui êtes en première année, mais Madame de Wenden est aussi donc, présidente de notre conseil d'IEP, puisque notre institut fonctionne démocratiquement, c'est-à-dire que la plupart des décisions que nous prenons sont votées dans un conseil d'IEP et vous allez bientôt élire vos représentants dans ce conseil d'IEP qui pourront porter votre parole. Je vous remercie. Nous écoutons. Voilà, merci beaucoup. Voilà, en tous les cas, je remercie l'Institut d'études politiques de Fontainebleau et les organisateurs, parce qu'on m'a dit qu'il y en avait plusieurs, pas seulement celui qui m'a présenté, de m'avoir invité à parler de mes travaux, parce qu'habituellement, quand je viens ici, je viens pour le conseil d'administration, et je suis venue une fois, c'est pour ça que je suis entrée en contact avec l'Institut d'études politiques de Fontainebleau pour un jury de thèse. Et donc, c'est une autre occasion pour moi de s'adresser aux étudiants et de les rencontrer, puisqu'habituellement, je rencontre plutôt les professeurs, et d'échanger avec vous, puisque rassurez-vous, je ne vais pas parler pendant 2 heures. Maintenant, ça fait un peu de temps sur un sujet aussi controversé pour répondre aux questions. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer. Alors, le sujet, j'ai choisi la thématique. Moi-même, je suis très attachée à titre pas seulement universitaire, mais comme citoyenne, à la thématique des droits de l'homme. Et ce que je constate, c'est qu'on est dans un contexte où, en permanence, la thématique des droits de l'homme est interpellée par les migrations, parce que très souvent, les politiques migratoires, mais aussi les pratiques d'un certain nombre d'acteurs dont je parlerai, sont très loin de respecter les droits de l'homme, pas sellement en France, mais aussi à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale,
également. Alors comment est-ce que les migrations interpellent les droits de l'homme à ces différents niveaux? Tout d'abord, ça a été cité tout à l'heure à travers la thématique de la citoyenneté et de la nationalité. J'en parlerai. Je rappellerai que les deux choses sont un peu distinctes, puisque la citoyenneté, c'est une notion philosophique, le contrat social, alors que la nationalité, c'est du droit. Quand on est français ou étranger, national ou étranger, ça se réfère au droit de la nationalité. Ensuite, autre thématique, tout ce qui est le droit international. La thématique du droit à la mobilité. Pour entrer dans notre sujet, je rappelle qu'il y a un dossier qui vient de sortir, d'ailleurs, qui a été coordonné par un de mes collègues qui est en Suisse, mais ça a été fait à Sciences Po, la revue des juristes de Sciences Po sur droit, asile et migration. Donc ça donne très bien parce qu'il vient de sortir. Et dans ce dossier, j'ai fait une sorte d'article d'introduction sur le droit à la mobilité. Le droit à la mobilité, il ne faut pas oublier qu'il est inscrit dans plusieurs textes internationaux, notamment la Convention de Genève sur le droit d'asile de 1951, qui dit que quelqu'un qui a été persécuté ou qui a une crainte fondée de persécution a droit de demander l'asile dans un autre pays que le sien. C'est le fondement de notre droit d'asile. Ensuite, on a la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui, pour ceux qui ont fait du droit ou qui vont en faire, c'est pas un traité, c'est seulement une déclaration, mais elle dit que tout homme, article 13, a le droit de quitter un pays, y compris le sien, sans dire qu'il a le droit de s'installer quelque part, j'y reviendrai. Et ensuite, il y a pour l'Europe la citoyenneté européenne qui a été définie par le traité de Maastricht en 1992 et qui est entré dans notre Constitution en 1993, qui dit que tout citoyen européen bénéficie de la liberté de circulation, d'installation et de travail. Donc on a toute une série de fondements qui inscrivent la thématique des migrations au sein des droits de l'homme, avec des fondements qui ne sont pas seulement d'ailleurs juridiques, mais aussi philosophiques. Il faut se référer à Kant, le traité de paix perpétuelle de 1795, qui parle de la citoyenneté universelle, qui parle d'un constat, la Terre est ronde, donc les citoyens de cette terre n'ont d'autre choix que d'y circuler. Ils distinguent le droit de circuler du droit de s'installer, qui revient aux États. Chaque État a le droit de dire qui peut entrer sur son territoire ou pas, mais ce principe de citoyenneté universelle a inspiré beaucoup ensuite de philosophes, par la suite Hannah Arendt et plus récemment Zygmunt Bauman, qui a écrit plusieurs ouvrages sur la liquidité du monde à partir de 2000. Il dit tout circule dans ce monde, sauf les hommes et les femmes, puisqu'ils sont restreints par précisément les réglementations des États sur la migration. Donc le droit international est interpellé, mais je rappelle que le migrant, qu'il soit migrant économique ou étudiant, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la première source de migration, notamment en Europe, ce sont les étudiants, ce qui est une excellente chose, suivi par les réfugiés, suivi par les familles et suivi par les travailleurs. Donc on est dans un contexte assez différent de celui qu'on a dans les débats actuels en la matière. Mais pour y revenir, je dirais que la migration, quelles que soient ses formes, interpelle bien sûr les États, puisque la souveraineté des États, compte tenu de tous ces textes internationaux, mais aussi de ces principes philosophiques auxquels j'ai fait allusion, est un peu mise en débat par des droits fondamentaux qui sont le droit à la mobilité. Donc, et ça inscrit un désordre. Un certain nombre de politistes ont écrit sur ce thème. La migration introduit un désordre dans l'ordre des États, puisqu'il y a des gens qui ne peuvent plus vivre dans leur État, donc ils ne sont plus à l'intérieur de leur État. Ça oblige aussi les États à les accueillir chez eux. Donc l'ordre est chamboulé, l'ordre international des États, qui est le fondement du droit international, est chamboulé par cette circulation des personnes, pas seulement des personnes, mais entre autres par la circulation des personnes,
et toute une série de définitions de l'État relatives à l'identité et bien sûr chamboulées par un monde qui est de plus en plus cosmopolite, un monde qui est de plus en plus interdépendant, et la migration est l'illustration de cette interdépendance. Donc, ça c'est un autre aspect disons, de la thématique migration et droits de l'homme, citoyenneté, nationalité, droit international, mais aussi les pratiques, c'est-à-dire les atteintes aux droits de l'homme que l'on constate dans la conduite des politiques migratoires et dans l'influence aujourd'hui de ces politiques migratoires par la montée des populismes à l'échelle nationale, bien sûr, européenne, mondiale, et dans un contexte de rejet de l'autre. J'ai écrit en 2022 un livre qui s'appelle Figure de l'autre, où je montre que cet autre, qui est différent selon les périodes, en fait, il est toujours l'objet d'atteinte aux droits à travers la façon dont ils sont accueillis ou pas dans les pays d'accueil. Donc les atteintes aux droits de l'homme en permanence, moi je passe mon temps parce que ça fait partie de mon métier, notamment pour la classe, j'ai fait toute une série de revues de presse chapitre par chapitre, et qu'est-ce que je lis dans la presse en permanence des atteintes aux droits de l'homme. Si on regarde le rapport annuel de la défenseur des droits aujourd'hui, il n'y a que ça. Les atteintes qui sont liées à des discriminations policières, les atteintes qui sont liées à des pratiques patronales, les atteintes qui sont liées également à des groupuscules divers, mais également toute une série d'atteintes qui sont liées au contrôle des frontières. Aujourd'hui, c'est le contrôle des frontières qui est le plus dans le rouge du point de vue du respect des droits de l'homme, avec une approche de plus en plus sécuritaire, dissuasive et répressive de la gestion des migrations sous l'empire de l'influence des opinions publiques dans beaucoup de pays démocratiques également. Donc là aussi, on est dans cette thématique. Et puis, enfin, la façon dont les migrations questionnent les droits de l'homme, c'est d'un point de vue éthique. Et là, j'en viendrai à mon livre, où j'essaye de me positionner non plus du point de vue des politiques publiques, mais des autres acteurs souvent ignorés d'une certaine façon des décideurs. Et je les fréquente assez souvent quand je fais des débats pour des universités du temps libre, pour des ONG ou pour des associations, et notamment tous ces acteurs qui essayent de faire respecter les droits dans un accompagnement quotidien vis-à-vis des personnes. Ils sont très nombreux dans la société civile, notamment les troisième âge, comme on dit, parce qu'ils ont un peu plus de temps et qu'ils se disent que c'est peut-être pas mal d'avoir un comportement citoyen face aux exactions des politiques publiques. Et donc ce public-là est celui qui conteste le plus, au nom des droits de l'homme, un certain nombre de politiques qui sont menées sur les thématiques migratoires, dont je dirais un mot. Donc voilà un petit peu l'objet, si j'ose dire, de cette conférence. Et je terminerai par le contentieux. Aujourd'hui, il y a des associations qui, comme le GISTI, un groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, c'était son premier intitulé, qui existe toujours, fait de juriste, et le GISTI, dont le militantisme consiste à se placer sur le terrain du droit. Ils ne sont pas nécessairement avec des banderoles dans la rue, mais ils sont sur le terrain du droit en disant notre militantisme, c'est le contentieux administratif face aux politiques qui sont menées non seulement par les ministres, mais aussi par les préfectures et par toute une série de pratiques qui concernent le droit des étrangers, et il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Alors pour commencer à introduire le sujet, je vais quand même rappeler quelques fondamentaux sur les questions migratoires. Aujourd'hui, on a environ, c'est les chiffres des Nations Unies. Alors, il y a une définition mondiale du migrant, c'est quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que celui où il est né. C'est le mode de comptage mondial des migrants. Et selon cette définition, on a 304 millions de migrants internationaux dans le monde, ce qui n'est que 3,7% de la population mondiale. Donc, ça n'est pas considérable.
Cette migration, donc, elle est surtout très présente dans quelques régions du monde, qui sont d'une part les États-Unis, qui ont dépassé les 50 millions de migrants. L'Europe, si on retire le Royaume-Uni et l'Union européenne, ça représente 45 millions de migrants, mais aussi, et si on inclut, comme le font les Nations Unies, l'Europe au-delà de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Ukraine, la Moldavie et surtout la Russie, qui est la 4e destination migratoire au monde, on arrive à plus de 80 millions de migrants pour l'Europe au sens large, de l'Atlantique à l'Oural. Ensuite, on a des chiffres encore plus importants pour l'Asie. L'Asie est un très grand continent de migration. On a dépassé les 85 millions de migrants en Asie, parce qu'on a deux géants démographiques qui sont l'Inde et la Chine, d'où les gens migrent assez peu d'ailleurs, j'y reviendrai. Et puis on a beaucoup de régions où il y a beaucoup de mobilité, soit pour venir, soit pour partir de chez soi, comme les Philippins, un Philippin sur 10 va à l'étranger. Ensuite, on a l'Amérique latine, qui a 19 millions environ de migrants internationaux, l'Australie, 15 millions, et la Nouvelle-Zélande, et l'Afrique, donc l'Afrique subsaharienne, qui a aujourd'hui, et pas seulement le Maghreb, et bien sûr l'Afrique du Sud, on a donc 29 millions de migrants internationaux. Donc, voilà un peu pour rappeler les choses, et pour mettre en tête tout ça, j'insisterai sur le fait que la plupart des migrants dans le monde migrent dans leur région. On est dans un contexte où, malgré la mondialisation transnationale et transcontinentale, la plupart des migrants, contrairement à une idée reçue, migrent dans leur proximité. Et en Afrique, par exemple, l'essentiel des Africains migrent en Afrique. Un peu dans le Golfe, un peu en Europe, un peu aux États-Unis, mais le gros du bataillon, c'est l'Afrique. La plupart des Asiatiques, sinon on aurait énormément d'Asiatiques chez nous, puisque ce sont les plus nombreux, migrent en Asie. C'est pas très original, ce que je vous dis, mais c'est très important. La plupart des Latino-Américains vont migrer soit en Amérique du Sud, qui est un continent presque, un sous-continent presque de migration sud-américaine, presque entier, sauf que l'Amérique centrale et le Mexique va plutôt vers les États-Unis. Ensuite, en Europe, 33% des migrants en Europe sont des Européens, ce qu'on a tendance aussi à oublier. Et si on regarde le cas des réfugiés, qui sont des migrants forcés par rapport à ceux qu'on appelle des migrants volontaires, c'est-à-dire la migration de travail, la migration étudiante, les seniors qui s'installent au soleil, les très qualifiés, les expats, etc. Mais en dehors de ça, les migrations forcées, donc les réfugiés, vont surtout en priorité, parce que ce sont souvent les plus pauvres, dans des pays voisins de la crise qu'ils ont chez eux. Quelques exemples, les Afghans, donc 6,5 millions de gens ont quitté l'Afghanistan depuis la fin des années 70, 79. Ils sont surtout allés en majorité en Iran et au Pakistan. Ce qui explique d'ailleurs que les gens de Calais, quand ils sont afghans, ils ont l'aspiration d'aller retrouver les Pakistanais avec qui ils ont travaillé pendant de longues années, dans leurs années d'exil. Si on regarde le cas du Venezuela, on a à peu près 7 millions de gens qui ont quitté le Venezuela. Ils sont allés surtout en Colombie, au Brésil et en Espagne, à cause aussi de la langue. Si on regarde les Syriens, ils sont allés surtout en Turquie. La Turquie a accueilli jusqu'à plus de 4 millions de Syriens pendant la crise de 2015, par exemple. Un peu au Liban, un peu, mais surtout dans la région, et seulement 1,2 million en Europe. On va prendre d'autres exemples. Le Soudan, aujourd'hui, on en parle peu dans la presse parce que c'est mal couvert par les journalistes. J'ai une étudiante qui a fait sa thèse là-dessus. Il y a à peu près 8 millions de Soudanais qui ont quitté leur domicile, qui sont surtout en Égypte ou en Ouganda, parce que c'est là qu'il y a le voisinage. Et si on parle d'une autre catégorie qui sont les déplacés environnementaux, qui pour l'instant n'ont aucun statut, il n'y a pas de statut international des déplacés environnementaux, on dit que ce ne sont pas des migrants persécutés, ce qui est la définition de la Convention de Genève, ce sont ceux qui bougent le moins, contrairement à la peur, ils vont venir chez nous tous, etc. Ce sont les plus pauvres et ils cherchent souvent des conditions de vie qui ressemblent à celles qu'ils avaient chez eux, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche, l'élevage.
Donc ce sont des gens qui migrent à l'intérieur de leur pays, pour la plupart, quand il y a des catastrophes. Et aujourd'hui, le tiers seulement des déplacés environnementaux, environ 60 à 70 millions, les chiffres ne sont pas très clairs parce que les pays ne font pas de comptabilité de leur migration interne. Eh bien, ces gens sont des migrants internes pour la plupart, pour les deux tiers, et un tiers seulement traversent une frontière, souvent la retraverser quand la situation s'améliore chez eux. Donc en fait, tout ça c'était pour vous présenter un peu un tableau de la situation et pour vous dire que la migration, on n'arrêtera pas la migration. Contrairement à un certain nombre de déclarations dans le débat public, la migration c'est un phénomène de notre temps. On a eu d'autres périodes où on a eu beaucoup de migration, plutôt des Européens. On est dans la deuxième grande vague migratoire de masse depuis le 19e siècle. Il y en a eu une première qui a été le peuplement ce qu'on a appelé des états d'immigration, de peuplement, d'installation. Ça a été le cas des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de beaucoup de pays d'Amérique latine. Ça, c'est plutôt la deuxième moitié du 19e siècle. On avait des vagues migratoires considérables. Je prends l'exemple des Italiens qui étaient les plus nombreux. 21 millions d'Italiens sont partis à l'étranger entre 1865, le Risorgimento, et 1960. Donc c'est considérable. Et puis quelques autres. Les Allemands sont venus très très nombreux en Amérique latine et aux États-Unis. Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique, s'inquiétait de la capacité d'intégration des Allemands en Amérique parce qu'il disait, c'est ce qu'on appellerait le communautarisme. Ils se font envoyer des livres dans leur langue, ils vivent entre eux, certains se pressent, on connaissait des Italiens autour de leur consul, etc. Donc déjà, il y avait des interrogations sur la capacité des uns ou des autres à s'assimiler, puisque c'était le terme officiel à l'époque, aussi bien pour les États-Unis qu'en France, mais il y avait un vrai débat. Donc on a eu une grande vague de migration à la fin du XIXe siècle, et puis maintenant on est entré, depuis les années 80, dans une grande vague de 90. La chute de rideau de fer aussi a joué dans ce sens. Une grande vague de migration aujourd'hui. Je vais en donner très rapidement quelques exemples. Alors la différence avec le passé, c'est que dans le passé, le droit de sortie était souvent très difficile, parce que les gens quittaient des pays puissants. C'était les grands empires, c'était la Russie, c'était l'Empire russe, c'était l'Autriche-Hongrie, c'était la Turquie. La Turquie a maintenu jusqu'au milieu des années 50 la très grande difficulté de sortie, quasiment l'interdiction de sortie de la Turquie, pas de l'Empire ottoman, mais cette fois-ci de Mustafa Kemal. Et donc le droit de sortie était très difficile. C'était vrai aussi sous Louis XIV, on en avait, sauf quelques diplomates et autres, c'était des commerçants, c'était très difficile de sortir de notre royaume de France. Donc beaucoup de pays puissants interdisaient la sortie parce que la migration était une ressource essentielle, la population. C'était l'agriculture, c'était donc des agriculteurs, c'était des soldats, puis des gens pour lesquels on pouvait lever l'impôt. Donc c'était une triple ressource, si j'ose dire. Donc on était très vigilants qu'il n'y ait pas des exodes massifs, sauf ceux dont on voulait se débarrasser, la révocation de l'édit de Nantes pour les protestants, les pogroms en Russie et en Pologne, etc., les minorités peu appréciées des régimes en place. Et le droit de sortie était difficile et le droit d'entrée était facile, parce que les pays voulaient se peupler, notamment États-Unis, Canada et Amérique latine, Australie. Il y avait des critères, mais qui n'étaient pas très, très exigeants. En réalité, il y avait beaucoup d'illettrés qui ont pu entrer, qui remplissaient des tests, etc., comme on voit à Ellis Island, pour les illettrés, on leur faisait faire des carrelages pour voir s'ils seraient capables de paver les rues ensuite aux États-Unis. Mais il y avait, et ces pays d'accueil, d'immigration, d'installation, étaient des pays faibles sur la scène internationale, alors que les pays de départ étaient des pays puissants. Donc droit, difficulté de sortie, facilité d'entrée. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Depuis la deuxième très grande vague migratoire dans laquelle on est entré, on avait 120 millions environ de migrants à la fin de notre XXe siècle, et maintenant on en a 300 millions. Eh bien, c'est l'inverse, puisqu'il y a une sorte de généralisation du droit de sortie à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, presque
chacun dans le monde peut avoir un passeport. Et depuis 1990, depuis la chute du rideau de fer, ce n'est pas très difficile de sortir de l'URSS, très difficile de sortir de Chine, très difficile de sortir de Cuba. Aujourd'hui, il n'y a plus quasiment que la Corée du Nord, donc il est très difficile de sortir. Et même Cuba, depuis 2013, on peut sortir de Cuba, etc. Donc le droit de sortie s'est généralisé, le droit de sortie, parce que tout le monde peut avoir un passeport. En revanche, le droit d'entrée est devenu très difficile parce qu'il y a l'obligation des visas, et dans l'atlas, je rappelle toute cette hiérarchie des visas. Si vous êtes avec votre passeport Bordeaux, vous pouvez sortir sans visa dans environ 185 pays, un peu plus même. Si vous êtes japonais, vous êtes encore mieux loti. Singapourien, coréen du Sud, plus de 190 pays sur 193. Vous pouvez quasiment aller partout dans le monde. Vous ne représentez pas de risque migratoire, mais si vous êtes russe, vous divisez par 2, si vous êtes chinois par 4, et tout à fait au bout de la file, on a tous ceux qui ne peuvent que faire appel à des passeurs, sauf s'ils ont des diplômes très prestigieux, les Afghans, les Érythréens, les Somaliens, enfin, tous ceux qu'on trouve dans les camps, notamment dans les jungles, et qui font l'objet de raquettes des passeurs à l'échelle mondiale. Donc c'est ça le contexte dans lequel on est. Les 2 tiers de la population mondiale sont astreints à des visas et ne peuvent quasiment pas bouger autant qu'ils le souhaiteraient. Il y a une sorte de monopole de la définition des politiques migratoires à l'échelle mondiale par les grands pays d'immigration du monde. Qui définit les politiques migratoires? Les pays qui sont concernés par la migration, ce qui est assez normal, les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, les pays européens, d'autres, la Russie, les pays du Golfe aussi. Et l'idée, c'est quand même de restreindre le plus possible ces migrations dans le contexte dans lequel on est, un contexte populiste, mais aussi curieusement de déclin démographique dans beaucoup de ces régions et de pénurie de main-d'œuvre, mais en même temps, disons, dans une contradiction avec le fait qu'on a signé des accords internationaux, notamment le droit d'asile, et le fait également que même s'il y a des quantités d'instruments qui sont mis au service du contrôle des frontières, la migration ne cesse de progresser. Donc je vais entrer un petit peu dans le débat pour montrer quelques éléments qui caractérisent le sujet. Tout d'abord, il y a quand même quelques tentatives internationales pour essayer de gérer les choses autrement que par les États. Aujourd'hui, l'État sur la scène internationale, et je le rappelle, c'est une excellente chose, est souverain, bien sûr, mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le souverainisme. Vous allez sans doute entendre parler de tout ça au cours de votre enseignement ici, et pas seulement. Le souverainisme, c'est-à-dire la mise en œuvre, disons, de cette idée que c'est la chose, l'État est vraiment l'acteur le plus important pour gérer la plupart des choses à l'intérieur de ses frontières. Dans le contexte migratoire dans lequel on est aujourd'hui, avec une internationalisation, une généralisation de l'aspiration à la mobilité. La mobilité, c'est la modernité aussi. Dans la plupart des pays du Sud, qui aujourd'hui sont le plus grand espace migratoire au monde. Aujourd'hui, il y a plus de migration au sud de la planète qu'au nord. On a à peu près 150 millions de chaque côté. Et aujourd'hui, le sud commence à augmenter, même si les chiffres ne sont pas très fiables, parce que beaucoup de pays du sud, les plus pauvres, ne donnent pas beaucoup de chiffres. Mais ils tolèrent la mobilité à l'intérieur de leur territoire, parce que souvent ils produisent des réfugiés, puis après ils en accueillent quand les gens arrivent du pays voisin. Donc l'essentiel des migrations aujourd'hui se fait et se fera du sud au sud. Et ça, c'est très important. Les pays du Nord ont le monopole de la définition des politiques migratoires, les visas, le contrôle des frontières, etc., les accords signés avec les pays du départ ou du transit pour pas que les gens viennent chez eux. Mais de l'autre côté, ce qu'on appelle l'externalisation des frontières. Mais de l'autre côté, c'est au sud qu'il y a le plus de mobilité, de migration. D'une part, il y a des espaces régionaux de migration pour le travail. Notamment, il y en a beaucoup
5 en Afrique, il y en a un en Asie, l'ASEAN, pour l'Amérique latine, on a l'UNASUR, etc. On a plusieurs espaces de circulation, surtout à des fins de travail, même en Russie, on a tout un système de circulation avec les pays du Sud-Caucase et d'Asie centrale, alors qu'avant, la mobilité était très contrôlée par un système qui s'appelait la Propiska jusqu'en 1994. On ne peut pas décider comme ça d'aller s'installer de Moscou à Saint-Pétersbourg impunément. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'espaces de libre circulation, et au sud aussi, il y en a, donc il y a moins de drames, si je veux dire, à l'intérieur des pays du sud, surtout qui sont relativement tolérants à l'égard des réfugiés, même s'ils ne leur donnent pas grand-chose. Mais en même temps, il y a très peu de politique migratoire. Le droit n'encadre pas les migrations au sud du monde. Il y a un chercheur allemand qui s'appelle Thomas Feist de l'université de Bielefeld qui a écrit un livre là-dessus en disant finalement c'est étrange que dans notre monde où il y a de plus en plus de migrations au sud, il y ait si peu de politique migratoire définie par les pays du sud, et il y aurait tout un travail de juristes à faire là-dessus. En même temps, il y a une tentative de définition et de gestion des migrations à l'échelle mondiale. J'ai travaillé avec des collègues de Sciences Po, que vous connaissez peut-être de nom, qui sont Bertrand Badi et Guillaume Devin là-dessus. On a fait toute une année d'enquête, une centaine d'entretiens, sur le projet de gouvernance mondiale des migrations. Et aujourd'hui, donc, il y a l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, qui est un homme du Sud, qui s'est dit il y a un tel foutoir, si j'ose dire, dans la gestion des migrations qu'il faut mettre un peu d'ordre là-dedans et surtout mettre autour de la table les pays de départ, les pays d'accueil, mais aussi beaucoup d'autres acteurs, ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance, ce n'est pas seulement les États, c'est beaucoup d'autres acteurs qui peuvent être les employeurs, qui peuvent être les syndicats, les associations, les groupes d'experts, toute une série d'acteurs qui tournent autour de cette thématique migratoire et qui la gèrent, parfois plus ou moins, ou qui réagissent compte tenu des politiques qui ont lieu, et qu'il faudrait réunir en même temps tous ensemble. Donc il y a eu plusieurs forums mondiaux, migration et développement, et tous les ans, il y a dans un endroit du monde un forum qui se tient sur l'immigration et le développement. J'ai assisté une fois à celui de Bruxelles, une autre fois à Genève, et puis il y avait eu un grand forum à New York en 2013, et c'était assez impressionnant de voir tous ces acteurs discutant ensemble pour une meilleure gestion. Et ensuite, ils ont réussi à faire adopter en 2018 ce qu'on appelle le pacte de Marrakech. Le pacte de Marrakech de 2018, qui a été adopté par les Nations Unies suite à la crise des réfugiés de 2015, son sous-titre est pour une immigration sûre, ordonnée et régulière. Vous pouvez imaginer qu'on en est de très très loin aujourd'hui. Quand on voit qu'il y a eu plus de 80 morts qui sont morts entre Douvres et Calais, on a eu 3000 morts en Méditerranée en 2023, etc. On est loin d'une migration sûre, ordonnée encore moins, puisque les politiques sont dépassées par la réalité des flux migratoires et par le trafic qui va autour, parce que l'immigration est interdite pour le plus grand nombre, et le non-respect parfois du droit d'asile, et régulière, donc on en est très loin, parce que le grand verrou, c'est la fermeture de l'immigration de travail, notamment à l'échelon européen. Je dirais un mot seulement sur le pacte européen sur l'immigration et l'asile, qui a été adopté après 4 ans de travaux entre 2020 et 2024, très 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 difficilement. On a même, pour la petite histoire, fait sortir M. Orban parce qu'il ne voulait pas, il fallait l'unanimité au Conseil européen. Il a dit moi je ne veux pas signer ça, donc il était convenu qu'il irait fumer une cigarette ou boire un café, pendant que les autres voteraient, vous voyez un peu où est-ce qu'on va à Bruxelles également, pour faire adopter à l'unanimité ce pacte. Et ce pacte, il est très critiqué. Il y a un article dans le dossier que je laisserai ici, d'ailleurs, par un grand spécialiste de la politique européenne, qui est Philippe de Brucker, qui est professeur à la faculté de droit de Bruxelles, donc, et qui dit que le pacte, il est extrêmement, il a été très douloureusement mis en œuvre, il entrera en œuvre en 2026, donc cette année, mais surtout, en fait, c'est un pacte, et c'est la grande critique que je fais personnellement,
qui ne traite que de l'asile sans traiter de l'immigration. Or, c'est un système de vase communicant. Si on ferme l'immigration, il ne faut pas s'étonner qu'il soit difficile de trier les profils de demandeurs d'asile, parce que beaucoup de gens sont à la fois fuyant une situation très difficile dans leur pays, mais aussi cherchant du travail, parce que ce sont souvent des gens qui viennent du sud au nord, chez nous. Et donc, en fait, tant qu'on n'aura pas géré une politique commune d'immigration de travail à l'échelle européenne, et que les pays européens sont tellement fermés à l'immigration de travail qu'ils pratiquent de façon souterraine en finalement gérant les sans-papiers, eh bien, on aura, et en faisant semblant de les renvoyer chez eux, on aura un système qui, de toute façon, ne fonctionnera pas. Donc aujourd'hui, la politique d'asile occupe l'essentiel des décisions du pacte européen sur l'immigration et l'asile, et le pacte ne parle presque pas d'immigration, parce que c'est un tabou. C'est un tabou dans beaucoup de pays européens. On a besoin d'immigration pour des raisons économiques et démographiques, mais on ne veut surtout pas en parler, compte tenu de la montée des populismes qui ont introduit le thème de l'immigration comme thème central de leur programme. Si certains partis d'extrême droite n'ont plus le thème de l'immigration, ils n'ont presque plus rien à dire. Certains se sont construits entièrement dans des programmes électoraux présidentiels, notamment le thème du grand remplacement, par exemple, qui n'existe pas d'ailleurs. C'était démonté par notamment plusieurs spécialistes, comme François Héran, qui est professeur au Collège de France, et Hervé Lebras, qui est démographe. Il a écrit d'ailleurs qu'il y a eu un prix de la Sorbonne qui s'appelle « Il n'y a pas de grand remplacement ». Mais c'est un sujet qui circule. L'Afrique va nous envahir, une autre thématique lancée par un journaliste américain qui enseigne dans l'université de Columbia, qui s'appelle Stephen Smith, et qui l'a ruée vers l'Europe de la jeune Afrique. En fait, la plupart des Africains émigrent en Afrique, ce qui est assez peu, c'est pas très original de dire ça, mais c'est quand même une réalité, et beaucoup d'autres sujets du même genre. Donc on est dans un contexte totalement biaisé, et c'est les droits de l'homme, précisément, qui sont le plus interpellés avec cette approche. Alors je reviens rapidement, parce que j'ai à mon petit livre, donc, qui est un livre, je me suis placée, puisque je fréquente assez souvent moi-même, je fais partie de quelques grandes associations, mais aussi je fréquente souvent les associations pour faire des débats bénévoles dans les universités du temps libre ou autres. Et donc, je vais essayer de me placer du point de vue non pas des décideurs, ce que je fais souvent dans les articles scientifiques, mais du point de vue de cette société civile qui réagit à l'égard des politiques migratoires autour de 3 thèmes qui m'avaient été proposés par l'éditeur: indifférence, indignation, et ils avaient appelé ça inhumanité, mais finalement ils ont préféré utiliser le terme de déshumanisation. Alors je me suis dit, qui parle d'indifférence, hein? Et comme grand témoin, si j'ose dire, j'ai pris quelques grands témoins pour parler de ces 3 thèmes. J'ai pris le pape François. Le pape François qui est allé à Marseille en septembre 2023 et qui dit que l'Europe est donc menacée par l'indifférence dans laquelle, la banalisation de l'indifférence, comme il dit dans son discours à Marseille, face à la question migratoire. Je rappelle que le pape a été défendu dès le début de sa prise de fonction des sans-papiers qui arrivaient dans l'île de Lampedusa, dans le sud de la Sicile, et qu'à Rome, il y a une allée près du Colisée, si vous y allez, allée du rendre visite, et une allée qui a été dédiée aux disparus en Méditerranée. Donc, je ne sais pas si c'est l'influence du pape ou d'une partie des associations, mais il y a quand même une prise de conscience. Mais le pape a dénoncé cette indifférence qui caractérise le fait qu'effectivement, tous les ans, on a plusieurs milliers de morts en Méditerranée. Donc on a 365 jours dans la semaine, mais on a environ 3000 morts en Méditerranée chaque année. Et on peut se dire quand même, on est dans un monde étrange de ce point de vue-là. Chaque année, on a aussi les fameux small boats qui traversent entre Calais et Douvres, entre autres, hein, qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et chaque année, il y a des morts, il y a des gens qui sont emprisonnés, il y a des gens qui sont reconduits là où ils étaient venus, etc. Donc là, on peut se poser la question, et l'hospitalité ne va pas de soi. On a appelé la crise de 2015, c'était la crise, certainement des réfugiés, la crise de l'accueil des réfugiés dans beaucoup de pays européens. Et donc, parmi les autres témoins de cette indifférence, il y a eu Madame Merkel. Madame Merkel qui a dit, en 2015, il y a une arrivée de Syriens, Irakiens, mais surtout de Syriens avec la crise syrienne.
nous allons les accueillir, nous le ferons. Hein, nous le ferons. Et finalement, il y a 1 million de Syriens qui sont arrivés en Allemagne en 2015 et ils ont accueilli en mettant sur place des camps, hein, il fallait quand même accueillir les gens. Par exemple, l'ancien aéroport d'Adolf Hitler de Tempelhof a été transformé en un endroit d'accueil pour les Syriens, mais il y avait un accueil citoyen aussi dans les gares. Les Allemands étaient très fiers. Je suis allée en Allemagne à cette période et ils disaient qu'ils étaient fiers d'avoir une culture de l'accueil. Hein, culture de l'accueil, donc ça a été très important et ensuite on a vu ça en France pour les Ukrainiens, effectivement, une culture de l'accueil et tout ce qui était interdit aux autres est devenu possible désormais pour les Ukrainiens, c'est quelque chose. On pourrait rêver que l'on fasse quelque chose. Donc l'indifférence, quelques rentrées moins. Ensuite, l'indignation, c'est plutôt le fait de, précisément, des associations. Et je me suis fixée sur un grand témoin que j'ai eu la chance de connaître, qui était Stéphane Hessel. Stéphane Hessel a été, entre autres, ambassadeur de France, enfin, une histoire compliquée. Son père est mort en concentration, etc. Et il était franco-allemand. Normalien, agrégé de philo, etc. Il a été diplomate à Genève après la Deuxième Guerre mondiale. Et entre autres, il a été porte-parole des sans-papiers en 1996, au moment de quelque chose que vous ne connaissez pas, parce que vous êtes né après, mais il y avait des sans-papiers, nombreux à Paris, qui s'étaient réfugiés dans une église en 1996, et les pouvoirs publics ont fait entrer à la hache la police pour déloger les sans-papiers. Donc, il a fait un petit livre qui s'appelle Indignez-vous. Hein, Indignez-vous, pour montrer, entre autres, la façon dont on traitait la thématique migratoire. Mais il y a beaucoup d'autres causes d'indignation que j'ai citées, qui sont ce qu'on a appelé des affaires. Hein. Aujourd'hui, cette année, il y a 10 ans, il y avait un tout petit enfant qui s'appelait Aylan Kurdi, qui est mort sur la côte turque, dont les parents syriens voulaient aller en Grèce, et à l'âge de 3 ans. Hein. Dans la presse, on y a fait un tout petit peu allusion, mais à peine, hein, il y a 10 ans. Il avait 3 ans, donc est-ce que les gens se mobilisent beaucoup? Peu en réalité, mais les associations, oui. Indignation aussi vis-à-vis de quelques délits de solidarité, comme on dit. Là, on est dans le cœur du droit. Les délits de solidarité, ce sont des gens qui ont respecté une éthique personnelle, mais aussi la possibilité d'accueillir les personnes et qui étaient condamnées, non pas pour les aider à traverser la frontière, ce qui serait illégal, mais pour les accueillir chez eux, à proximité. Et on a eu 2 cas très très médiatisés qui ont été notamment le cas de Cédric Héroux, qui est un agriculteur des Alpes-Maritimes, qui maintenant travaille chez Emmaüs. Et cet agriculteur, il considérait que ce n'était pas normal de laisser mourir dans la montagne l'hiver des Africains qui avaient traversé, qui étaient venus arriver en Italie, qui avaient traversé la montagne et qui se retrouvaient en France. Donc, il a été condamné à plusieurs reprises en appel, et c'est le Conseil constitutionnel qui, au nom du principe de fraternité, a décidé de lui laver de tous les procès qu'il avait eu compte tenu de son éthique d'accueillir bénévolement chez lui. Sa ferme était cernée par la police, des Africains qui traversaient les Alpes. Autre exemple du même genre, des lignes de solidarité, ça a été en Italie du Sud, dans les Pouilles. C'était Domenico Lucano. J'ai rencontré une fois à l'université tout près de cet endroit. Et en fait, lui, il avait été condamné, c'était le maire du Riace, qui est très peu connu, c'est un bourgade, et qui est connu parce qu'ils ont retrouvé dans cet endroit pas seulement des gens qui sont morts en Méditerranée, mais aussi de très grandes statues grecques qui étaient acheminées sans doute entre la Grèce et Rome, qui ont été retrouvées. Et maintenant, il y a les fameux guerriers de Riace qui ont plus de 3000 ans, qui ont été retrouvés aux abords de Riace. Mais en dehors de ça, personne ne connaissait Riace, mais lui, il avait donné du travail à ces Africains arrivés dans une coopérative qu'il avait créée
dans sa commune. Il a été interdit de séjour dans sa commune, bien sûr démis de ses fonctions de maire, condamné en appel, et finalement, en Italie, compte tenu, malgré la situation politique actuelle, il n'y a pas eu de suite de sa condamnation en appel, parce que c'était devenu tellement connu, il y avait tellement de soutien à ce maire, que maintenant il est élu dans un parti de gauche, mais je ne sais plus lequel, aujourd'hui au Parlement italien. Donc, bon, et c'est un délit de solidarité parce que lui, il a été interdit d'exercer ses fonctions pendant 10 ans, bien sûr, dans sa commune. Il y a des camps aussi. Hein. Les camps soulèvent l'indignation des associations. Les très connus, les fameux camps des Bangladesh, comme pour les Rohingyas, hein, des gens qui sont rejetés, qui sont apatrides. On a à peu près 6 millions d'apatrides aujourd'hui dans le monde, qui sont rejetés par aussi bien par le Myanmar, la Birmanie, que par le Bangladesh. Donc Calais, ça a soulevé des quantités de mobilisation associative extrêmement concrètes d'ailleurs, compte tenu de la politique qui était menée de dissuasion, parce que parmi les idées reçues, il y a aussi l'idée de l'appel d'air, l'idée que plus on les traite bien, plus ils viendront, ce qui est totalement faux, puisque la plupart des gens, ils ne viennent pas pour l'assurance vieillesse ou la sécurité sociale quand on a 20 ans, mais pour réaliser leurs projets et éventuellement, s'ils sont appelés, pour aller en Angleterre. Enfin, toujours, et puis aussi des camps de Lesbos en Grèce où il y a eu des morts, toute une série, la frontière biélorusse, la Biélorussie avait fait venir des Irakiens et des Kurdes pour dissuader l'Europe de mener sa politique migratoire, et donc en essayant de faire pression sur la Pologne en amenant ces gens dans la forêt, et bien sûr des morts, des enfants qui avaient moins de 2 ans. La liste est longue, mais il y a toute une mobilisation associative autour de l'indignation qui est extrêmement importante, non seulement sur notre territoire, mais aussi sur le territoire des différents pays européens, mais aussi aux États-Unis, mais aussi dans beaucoup d'autres endroits. Et pour terminer, la déshumanisation. Alors là, j'ai pris un autre grand témoin qui est le représentant, le directeur général du Haut Commissariat aux réfugiés de Genève, hein, M. Filippo Grandi, qui est venu faire une conférence à Sciences Po il y a 2 ans, et qui parle de déshumanisation dans le traitement des réfugiés. Hein. Il prend toute une série d'exemples pour appuyer son propos, et il dit qu'aujourd'hui, et c'est vrai aussi dans notre cas français, il y a 40 ans, la situation des réfugiés, ce n'était pas un sujet, hein, parce que la plupart des gens obtenaient le statut. Si on prend l'exemple des Vietnamiens, 99% des Vietnamiens de 75 ont eu le statut de réfugié. On n'a pas fait le détail pour savoir si individuellement ils avaient été persécutés ou pas, parce que ce qu'on faisait de la diplomatie en donnant le droit d'asile, il fallait montrer que l'Occident était généreux face aux exactions du communisme qu'ils avaient vécu dans la guerre du Vietnam. Donc, pour l'autre tendance, pour les gens de gauche, si j'ose dire, les Chiliens, là aussi, on a été à presque 100% de gens qui ont obtenu le statut de réfugié. Aujourd'hui, on est à peine 35% de gens qui obtiennent le statut. Encore, on était un peu plus généreux pour maintenant pour les femmes afghanes, maintenant en France, pour 100% d'entre elles obtiennent le statut de réfugié, mais pour les Syriens et pour beaucoup d'autres, et pour les Africains, il y a un ouvrage qui est sorti là-dessus, une chercheuse qui s'appelle Karen Avocat, ils ont 10% seulement de chances d'obtenir le statut de réfugié, parce qu'ils considèrent que ce sont des tricheurs qui mêlent la recherche de travail avec la demande d'asile. Donc il y a une hiérarchie aussi, disons, racialisée, si j'ose dire, de la façon dont on considère les profils. Donc, inhumanité ou déshumanisation, comme je le dis, mais il y a des exceptions, et je terminerai là-dessus. On peut parler quand même de l'Ukraine, puisque aujourd'hui, elle est quand même tout à fait... on en parle moins, mais aujourd'hui, c'est quand même un exemple exceptionnel en Europe qui a eu 2 standards, c'est-à-dire le standard pour les réfugiés ordinaires, qui doivent faire leur cursus de demande d'asile et d'obtention du statut, avec une grande incertitude sur l'issue de cette situation,
et de l'autre côté, les Ukrainiens qui ont eu une protection temporaire, donc c'est un régime, disons, qui avait été mis en place par l'Union européenne en 2001 pour les réfugiés de l'ex-Yougoslavie, notamment les Bosniaques, qui n'avait jamais été appliqué. Et on a un peu sorti des cartons. On s'est dit, tiens, mais il y a la protection temporaire de 2001 et qu'on a appliqué pour les Ukrainiens avec l'accès à tous les droits, notamment les cours de langue qui sont fermés au public pour les demandeurs d'asile en France parce qu'on ne veut pas attirer, donc il ne faut pas qu'ils apprennent le français avant qu'ils aient le réfugiés, sinon on gaspille de l'argent, donc les cours de langue, mais surtout l'aide à l'insertion professionnelle, l'accès au logement, très facilement, avec des endroits qui étaient considérés comme, on disait qu'il n'y avait jamais de place, mais là on a trouvé des HLM, des affectés, toute une série de bâtiments publics, réhabilités, etc. L'accueil citoyen, aussi très important. Il y a eu beaucoup de gens, des associations qui ont accueilli dans des périodes limitées, mais parfois assez longues, des Ukrainiens chez eux. Là aussi, on est dans le double standard, ce sont des Européens, ce sont des chrétiens, ils sont attaqués par la Russie, donc ils ont eu, aux yeux de l'opinion, une légitimité plus grande que d'autres, qui sont parfois, disons, considérés comme des gens qui abusent de la demande d'asile. Et je terminerai par les femmes, parce que dans ce contexte, les femmes sont les plus mal loties, si j'ose dire. Très souvent, aujourd'hui, la moitié des migrants dans le monde sont des femmes. En Europe, il y a même 51% des migrants en Europe qui sont des femmes. On a tendance à oublier le cas des femmes, mais très souvent, elles doivent consentir à des situations inimaginables pour pouvoir traverser les frontières. Il y a beaucoup de films qui sont sortis, mais qui parlent plutôt des hommes, parce que c'est peut-être plus difficile de rencontrer des femmes dans ces situations-là, notamment sur la traversée de la Libye. Un film italien qui s'appelle Rio Capitano de Matteo Garrone et qui montre la traversée de la Libye pour les subsahariens, où les gens sont réduits en esclavage, violés, battus, enfermés, etc. Et la traversée de la Méditerranée n'est pas mieux, puisqu'il y a beaucoup de bateaux qui sont renvoyés du côté coulé, y compris Frontex d'ailleurs, pour ne pas qu'ils arrivent sur les côtes européennes. Je rappelle que le directeur de Frontex, M. Leggeri, a été remercié par la commissaire européenne qui s'occupait des migrants pour avoir pratiqué ce qu'on appelle des pushbacks, d'avoir renvoyé des bateaux de la Grèce vers la Turquie avec 400 morts une fois, et donc il a été ensuite élu numéro 2 au Parlement européen sur la liste du Rassemblement national. Donc ça donne une idée de l'approche, si j'ose dire, très sécuritaire du contrôle des frontières par certains. Et les cas des femmes, c'est vraiment dramatique, et je citerai un exemple sorti d'une thèse d'ailleurs, d'un jeune étudiant franco-mexicain qui a suivi les sans-papiers entre le Guatemala, le Mexique et les États-Unis, en se faisant passer pour quelqu'un qui allait lui-même traverser la frontière, où il rencontre ces femmes en la matière. Et il explique, entre autres, mais ça c'est un autre sujet, que la crise du café explique aussi ce grand départ de l'Amérique centrale vers le Mexique et les États-Unis. Et donc, quand il en vient au passage de la frontière entre le Guatemala et le Mexique, puis entre le Mexique et les États-Unis, donc le chercheur Aragon, qui a suivi des enquêtes qui sont longues de leur voyage, note que le genre détermine l'élaboration des stratégies de passage où chacun doit jouer sur les effets sociaux du paraître ou de ne pas paraître, homme ou femme, car pour chacun des deux sexes, la traversée est une réalité différente, tant par l'exposition au danger que par les opportunités de passage. Tous sont la proie non seulement des passeurs et des cartels de la drogue au cours de leur voyage, mais aussi de la corruption des gardes frontières entre l'Amérique centrale et le Mexique. Et quelques témoignages, donc le plus marquant, c'est celui-ci Daisy, qui est une Hondurienne de 17 ans, qui est partie en bus avec son frère et un ami de son entourage à la hauteur du poste de frontière entre le Guatemala et le Mexique. Consciente que les policiers allaient monter dans l'autobus, elle devait pouvoir jouer un rôle qui lui permettrait de séduire un passager pour le convertir en son protecteur. Ses vêtements, mini-jupes et décolletés ont été des artifices choisis très efficaces grâce auxquels, dès sa montée à bord du bus, elle a pu choisir un passager, a commencé à flirter avec son voisin de banquette, s'est nouée à son cou, se lançant dans une étreinte amoureuse aussi surprenante que subie. Quand les agents de la police sont abordés l'autobus,
Comme elle était en pleine étreinte amoureuse avec son voisin, les policiers ont demandé des papiers au jeune homme, pas à la jeune fille, lui permettant d'arriver jusqu'à la frontière. Son frère et son ami ont été interpellés par la police. Et beaucoup d'autres, je pourrais vous en donner d'autres exemples, on n'a pas le temps, mais d'autres qui se trouvent une sorte d'amis de passage pour être son protecteur dans le passage de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. On trouve aussi des situations hallucinantes en Méditerranée. Une jeune femme de 16 ans qui a été obligée d'accoucher seule sur un bateau pneumatique entouré de garçons qui avaient à peu près le même âge qu'elle, entre 20 et 25 ans, ce qui n'est pas très agréable, et qui ensuite a été recueilli par les gardes des frontières italiens. Donc ce genre de situation est tout à fait présente en fait dans notre débat. Et je terminerai sur les horreurs auxquelles on est confronté dans cette gestion des migrations qui coûte très cher. Aujourd'hui, l'agence Frontex, qui a pour rôle de contrôler les frontières extérieures de l'Europe, dont le budget était de 6 millions d'euros, ce qui était peu en 2003 à sa création, aujourd'hui a dépassé les 900 millions d'euros pour l'Europe, mais avec une efficacité limitée, des recours permanents sur les exactions qui sont commises et une montée, bien sûr, de l'immigration. Ça n'a pas arrêté les mouvements migratoires. Au contraire, ça a renforcé le rôle des passeurs. Plus on interdit, plus il y a de trafic. C'est comme la prohibition de l'alcool dans les États-Unis des années 30. Et quand on a prohibé l'alcool, le trafic et la mafia se sont mises sur ce terrain-là. Aujourd'hui, pour les passeurs, eh bien, la fermeture des frontières est une nouvelle formidable pour le traitement des migrants et pour se faire de l'argent sur le dos de ceux qui ont économisé des années pour essayer de trapasser. Donc, le dernier constat qui me préoccupe, qui a été énoncé tout à l'heure, c'est finalement comment est-ce que, moi je suis tout le temps là-dedans, si je veux dire, parce que c'est mon sujet, migration internationale, je lis des thèses, j'étais dans des quantités de jury, j'ai fait moi-même pas mal de terrain, etc. Comment se fait-il qu'avec tous ces constats, qui sont ceux de la plupart de mes collègues, on est tous d'accord, quelles que soient nos options, disons, politiques ou philosophiques sur le sujet, comment se fait-il qu'il y a un tel écart entre les résultats de la recherche, y compris dans les grands rapports internationaux, le commissariat aux réfugiés, des endroits que je fréquente, l'OCDE, avec le rapport du système d'observation permanente des migrations, la Banque mondiale, les transferts de fonds, etc. Comment se fait-il qu'on ait des politiques migratoires qui soient à 180 degrés par rapport au constat que l'on peut faire concernant les situations migratoires? Pourquoi est-ce que celui qui, je ne dirais pas le savant, mais le sachant et le politique sont-ils aussi opposés, et pourquoi les politiques tiennent-ils si peu compte des réactions de la société civile, qui pourtant sont des électeurs, mais aussi des résultats de la recherche dans ce domaine? Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer aux questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions à Catherine Guisseau de Menneuf. Je prendrai en priorité les questions des étudiants, des étudiantes, celles de mes collègues. Et je m'adresse aux salles à côté en vidéo. Si vous avez une question à poser, vous pouvez venir dans la salle poser votre question. C'est à vous. Oui. Allez. Normalement, j'entends très mal. Pardon ? J'entends très mal. Ah, ok. Alors, merci beaucoup, madame, pour votre présentation. Vous avez évoqué différents motifs de migration, mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu mention de la migration pour des raisons de santé. Oui, il y en a. Or, pour certaines personnes, migrer est vraiment une question de vie ou de mort, car certains traitements ne sont pas des traitements disponibles. De plus, on parle d'une multiplication de maladies dites occidentales,
sur d'autres continents, souvent en comparaison avec l'environnement sanitaire. Pourquoi le débat sur l'immigration et droits humains, cette catégorie semble t-elle effacée alors qu'il s'agit notamment du droit de vie? Merci, c'est un très très beau. Alors, j'ai plus de micro, mais là je peux parler d'ici, vous m'entendrez mieux. Migration de santé. Alors, c'est vrai qu'en termes de chiffres, c'est pas très important par rapport à l'importance de la migration étudiante, par exemple, numéro 1 en Europe, ou la migration de réfugiés, on a des très gros chiffres que vous avez parfois cités, et puis le regroupement familial, la migration de travail, et puis aussi des migrations de très qualifiés, etc. Mais la migration de et puis les seniors au soleil, il y a une nouvelle migration de gens avec des dévieillissements, comme disent les démographes, vont s'installer ailleurs, là où il fait plus chaud et la vie est moins chère. Et la migration de santé, c'est un petit groupe en réalité, mais c'est un vrai sujet qui a soulevé beaucoup de débats. Notamment, on est en plein débat sur l'aide médicale d'État en France. Faut-il ou pas financer la santé des sans-papiers? Il n'y a pas que des sans-papiers, il y a des gens qui ont un faible revenu, il n'y a pas que des étrangers dans l'aide médicale d'État. Mais c'était lancé par Nicolas Sarkozy, qui était à ma connaissance un homme d'extrême gauche, l'aide médicale d'État. Et le chiffre est très stable, en réalité, entre 800 000 et 1 million d'euros pour l'aide médicale d'État, avec l'argument, si on ne soigne pas ces personnes, on va laisser se propager des épidémies graves, sur l'ensemble du territoire, ce qui est dangereux pour la population. Donc ça, c'est un argument. Et l'autre aspect, il y a d'autres pays qui n'ont pas l'aide médicale d'État, mais qui ont d'autres systèmes de soins. Mais le débat, il est aussi sur le fait que beaucoup des migrants, parce que ce sont des gens jeunes, j'insiste, beaucoup de ces migrants que j'ai parlé, ce sont des gens jeunes qui sont venus après avoir été soignés, éduqués dans leur pays. Il y a des progrès de l'éducation et des soins aussi dans leur pays d'origine, même s'ils sont pauvres. Et c'est des gens qui ne vont pas rester toute leur vie. On a à peu près 40% de ce que ne dit pas notre ministre de l'Intérieur, de retour chaque année, parce qu'il y a des étudiants, il y a des gens qui sont venus pour une courte durée, il y en a qui ont choisi de retourner chez eux à la retraite, etc. On a beaucoup de retours. Donc la plupart de ces gens, ils viennent dans la période d'âge actif, c'est-à-dire entre 20 et 55 ans en gros, et ensuite certains, beaucoup d'ailleurs, repartent à la retraite dans leur pays. Donc les moments où ça coûte le plus cher en termes de santé, le jeune âge et la période du 3e ou du 4e âge, on n'est pas concerné par ce genre de choses. Et après, il y a un débat sur l'attitude des médecins qui souvent est assez généreuse, mais qui a été critiquée en disant, parce qu'il y a eu tout un débat sur savoir si dans le pays de départ, il y avait un traitement pour la personne qui demande de migration pour raison de santé, on a une thèse là-dessus il y a quelques temps, ou alors, en revanche, il faut savoir si c'est dans la capitale, souvent c'est dans la capitale qu'il y a éventuellement un traitement, et si celui qui candidat pour la migration de santé vient d'un endroit est perdu dans la brousse, si j'ose dire, il n'y a pas de traitement. Et parfois, il n'y a même pas de moyen de transport, si on doit se faire une dialyse, etc. Donc il y a eu un débat. Ce n'est pas le pays, ça peut être le lieu aussi qui rend difficile l'acceptation ou pas de cette prise en charge pour les raisons de santé. On a tendance aujourd'hui dans la pratique française à dire il vient de tel pays, il y a ce traitement-là, ou à la capitale, mais pas dans des milieux ruraux enclavés. Donc le débat il est aussi là-dessus, et aujourd'hui il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Mais ce n'est pas un gros poste, j'ai l'impression. Contrairement à ce que certains pensent, qui croient que tout le monde vient pour se faire soigner à l'hôpital, souvent ils se font soigner sur des choses qui ne coûtent pas cher, parce qu'ils vont aux urgences s'ils n'ont pas d'autre solution, mais ce n'est pas un poste de santé qui coûte le plus cher, ni dans notre pays, ni dans les autres pays d'immigration. D'autres questions? Oui. Merci. Ma question ne concerne pas directement la migration, mais un point que vous avez évoqué pendant que vous présentiez, c'est les déplacements environnementaux. Oui, tout à fait. Et plus précisément les déplacements internes non volontaires, précisément dans les
les pays en guerre, on remarque que de plus en plus il y a des déplacements internes. Mais jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de texte spécial qui régit cette situation. Donc, pour résoudre un problème en rapport avec les déplacements internes non volontaires, on est obligé de se référer à la Convention de Kampala ou aux Conventions de Genève. Et j'aimerais savoir pourquoi, je ne sais pas si je dois dire laxisme ou quoi, pourquoi rien n'est fait alors que c'est une situation quand même qui prend de l'ampleur au fil des années. C'est une très très bonne question. Alors pourquoi il n'y a pas de statut pour les déplacés environnementaux? Parce que déjà c'est un sujet relativement nouveau en réalité, qui commençait à apparaître dans les années 90-2000. On a eu quelques cyclones Katrina, on a eu les îles Tuvalu qui disparaissent dans le Pacifique sous les eaux, et puis les Maldives par exemple. Et c'est vrai que la réponse du HCR, ça a été ils ne correspondent pas à la Convention de Genève, qui met l'accent sur la persécution ou la crainte fondée de persécution sur des critères beaucoup plus larges qu'on croit. Ce n'est pas uniquement politique, ça a été utilisé dans la bipolarisation à l'Est-Ouest dans le passé, mais pour des raisons, à l'époque, le terme du 51, la race, l'appartenance à un groupe social, l'ethnie, la religion, etc., le sexe, maintenant on a introduit aussi l'orientation sexuelle, donc c'est large la Convention de Genève. Mais il faut qu'il y ait persécution. S'il n'y a pas de persécution, on considère qu'on n'entre pas dans la catégorie de réfugiés, ou de crainte fondée de persécution. Et on considère que les déplacés environnementaux par rapport aux réfugiés sont des migrants volontaires et non pas une migration, disons, forcée. On oppose souvent dans les typologies la migration forcée et la migration volontaire. Donc d'une part, c'est une migration considérée à tort ou à raison comme volontaire, même si parfois c'est pas tout à fait vrai, mais l'autre raison, alors c'est un débat juridique bien sûr, et l'autre raison c'est que les experts du GIEC, le groupe d'information et d'études sur le climat, qui s'est penché sur la question. Moi j'ai un étudiant qui a fait sa thèse là-dessus, qui est maintenant devenu une star, qui est François Demaine, qui enseigne à Sciences Po et à HEC. Il a fait sa thèse avec moi sur ce sujet qui était tout neuf au début des années 2000 sur les déplacés environnementaux. Et en fait, les experts du GIEC ont dit ce qui est vrai, dangereux comme discours politique. Les migrations environnementales, ce que je vous ai dit au début, sont des migrations qui ne vont pas loin. Ce ne sont pas des gens qui vont traverser des continents. C'est les plus pauvres. C'est des gens qui vivent de la pêche dans les îles du Pacifique. C'est des agriculteurs du Bangladesh qui cultivent dans le delta du Gange et du Brahmaputra. Et c'est les pasteurs d'Asie centrale où la sécheresse les menace. Donc, d'Afrique subsaharienne. Ce sont des gens qui veulent les mêmes conditions de vie et de ressources que ce qu'ils avaient avant. Parce qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas une langue étrangère, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux ou très peu, ils ne connaissent pas les gens qui sont partis à l'étranger. Donc c'est des gens très stables, c'est une population surtout liée à la terre, à l'environnement. Et donc ils ne vont pas loin, ils vont pas loin. Donc c'est ce que dit Jacques, voilà ce que font les travaux des chercheurs, les déplacés environnementaux ne vont pas loin. Et ils cherchent autour de là où ils sont des conditions de vie meilleures pour fuir les catastrophes naturelles. Ça, on est d'accord. Donc, comme c'est une migration régionale et non pas internationale pour la plupart, puisque je vous disais que les 2/3 sont des migrants internes sur notre planète, eh bien, c'est pas la peine de leur donner un statut international parce qu'il suffit que dans une région donnée, les pays se mettent d'accord pour donner un statut à ces personnes d'accueil, un peu comme notre protection temporaire européenne qu'on a donnée aux Ukrainiens, pour qu'on résolve le problème. Sauf que celui qui habite au Niger, il n'aura pas tout à fait la même protection s'il est menacé par la sécheresse que celui qui est dans les îles indigènes entre le Danemark et l'Allemagne, qui sont menacés d'être envahis par les eaux. C'est pas tout à fait les mêmes acteurs qui sont autour d'eux. Donc c'est assez cynique, j'aurais tendance à dire, d'avoir donné cette réponse. Il y a un groupe de juristes qui s'était tenu à Genève en 2011 qui s'appelait l'initiative Nansen, en référence à l'histoire du droit d'asile, le passeport Nansen, mais qui n'a pas abouti pour l'instant sur un statut international universel pour les demandeurs d'asile. Mais c'est à l'agenda et on en parle dans le pacte de Marrakech. Merci. D'autres questions? Oui. Bonjour. Je voulais savoir quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées en tant que chercheuse
sur les terrains que vous avez investis, est-ce que vous pensez qu'ils sont amenés à évoluer positivement en C'est négativement? une très bonne question, merci beaucoup. Moi j'ai fait beaucoup de terrain, y compris dans une période où le sujet migratoire n'était pas du tout vraiment parmi les sujets phares de nos travaux de recherche. J'avais même un directeur de thèse qui est certains de mes collègues vont vous connaître, ne serait-ce que de nom, qui était Georges Laveau, qui était un grand politiste, directeur de la Revue française de sciences politiques, directeur du Centre d'études de la vie politique française, qui trouvait que c'était un sujet qui n'avait aucun intérêt d'un point de vue académique. Et c'est un sujet, c'est ce qu'a dit aussi le directeur de thèse de Patrick Veil, quand même très connu, ou de Gérard Noiriel, l'un étant politiste comme moi, Patrick Veil, et devenu historien, et Gérard Noiriel qui est un historien. Donc on leur a dit, ils sont de la même génération. Donc vous savez, c'est un sujet très intéressant, mais ce n'est pas du tout un sujet académique pour faire une carrière dans l'université. Donc à l'époque, ils étaient en sciences politiques, sur l'alternance des politiques des partis politiques, les groupes de pression, etc. Et les résultats électoraux. Ce n'était pas du tout un sujet, c'est un sujet un peu pluridisciplinaire. Une allusion qui a été donnée, effectivement, comme discipline, je suis en sciences politiques, j'ai aussi 6 ans de droit en même temps, mais disons que c'est quand même pluridisciplinaire. Donc déjà, pour rentrer dans la discipline, c'est pas si évident que ça. Maintenant, on accepte mieux les sujets transversaux, et c'est un sujet pluridisciplinaire, en fait, celui des migrations. Je vous ai parlé un tout petit peu de démographie, je vous ai parlé un peu d'histoire, je vous ai parlé un peu de sciences politiques, de relations internationales, mais c'est pluridisciplinaire. Donc c'était moins bien vu académiquement que les sujets plus classiques. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, les difficultés que j'ai eues sur le terrain, j'ai fait des terrains très différents. J'ai travaillé d'abord sur les ouvriers agricoles dans un département de Picardie, où il y avait beaucoup d'ouvriers agricoles, et sur l'interrogation, est-ce que il y avait des raisons politiques ou pas à leur décision d'être partis chez eux. Alors d'abord, les gens ne parlent pas beaucoup. Hein. Ils ne parlent pas beaucoup. Plus ils sont souvent peu à l'aise avec l'entretien. Il fallait qu'ils fassent des entretiens. Sciences Po nous disait qu'il faut aller sur le terrain. Il a raison. Au début, on a un petit peu peur. Les gens ne connaissent pas. Est-ce qu'ils ne vont pas avoir peur? Ils ne vont pas penser. Certains, par exemple, j'avais interviewé des Portugais. C'était la fin du régime de Salazar. Et ils croyaient qu'il y avait peur que ce soit la police qui vienne les interviewer. Vous voyez. Donc ils parlaient très peu. Et plus on interviewe des gens qui ont des profils politiques, des réfugiés, j'ai fait aussi des enquêtes auprès des réfugiés, par exemple, qui venaient du Sri Lanka, des Tamouls, ils parlaient très peu parce qu'en fait, ils avaient peur aussi. Ils croyaient qu'on allait alors, on fait des garanties, ça va être anonyme, mais on fait un livre, on vous enverra un livre, ce que j'ai fait. Enfin, bon, j'ai publié, je l'ai envoyé, etc. Et donc ça, c'est une première difficulté, les gens qui parlent très peu. Et puis, donc, difficile. Soit on fait une enquête, ce que j'ai fait d'ailleurs aussi, des enquêtes très quantitatives pour demander des choses très très précises aux gens, mais qu'à un prof de Sciences Po, on a fait une enquête de 2000 personnes sur les transferts de fonds. Je ne parlais pas beaucoup. Combien d'argent vous envoyez chez vous? C'est un peu, voilà. Mais enfin, bon, c'est très précis. On pouvait avoir quand même des réponses, mais sur des sujets plus difficiles, c'est plus complexe. Si les gens parlent facilement, au contraire, il faut faire ce qu'on appelle des entretiens non directifs. On avait un spécialiste de l'entretien non directif à Sciences Po qui s'appelait Guy Michelin. Lui, il disait, en fait, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? Rien. On arrive à un thème, on va parler par exemple du vin, et on répond oui. Donc les gens qui parlent facilement, et ça m'est arrivé pour certains qui ont beaucoup de choses à dire. Donc j'avais fait une étude sur l'armée, sur les jeunes issus de l'immigration de culture musulmane dans l'armée. Ils parlaient facilement. Donc là, on est allé avec des entretiens longs, des histoires de vie, etc. C'est plus facile. Quand les gens parlent facilement, on peut avoir des entretiens quasiment non directifs. Je ne dirais pas que c'est le divan du psychanalyste, mais presque. Il suffit juste de les relancer de temps en temps pour pas qu'on s'endorme ou que s'endorme pendant l'entretien. Mais plus les gens parlent facilement, plus on peut avoir des enquêtes très riches, mais avec très peu de questions. Quand les gens parlent peu, il faut plutôt des enquêtes resserrées, plus précises, mais bien sûr, on aura moins de choses sur des aspects qui sortent du recueil des données. Enfin, ça, c'est une règle d'enquête. J'ai fait aussi des enquêtes, beaucoup d'enquêtes sur le monde associatif, le mouvement Beurre. J'ai même fait un livre là-dessus qui s'appelle La Beurgeoisie, avec un autre professeur de Sciences Po. Et là, on a fait beaucoup d'enquêtes sur la façon dont ils se définissaient comme français.
s'étaient engagés dans des actions civiques autour du droit de vote, pour faire voter les jeunes des quartiers ou pour militer pour le droit de vote local des étrangers non communautaires, comme on dit, non européens. Et c'était intéressant de voir comment eux bricolaient leur identité entre être musulmans, en disant je suis musulman, je l'assume, mais en même temps je suis français. Il parlait assez facilement parce que beaucoup étaient engagés dans des associations et on a eu des entretiens extrêmement riches qui ne correspondent pas du tout à l'image qu'il faut avoir dans la société française. La plupart sont des gens qui négocient en permanence leur identité, si je veux dire, mixte, négociée à travers leur façon de considérer leur citoyenneté. Donc ça a été un autre exemple de grosse enquête de terrain, mais pour l'enquêteur que je suis, l'enquêtrice, il faut surtout se sentir peu à peu à l'aise. La plus grande difficulté, c'est d'entrer en contact avec les gens. Moi, je ne suis pas issue de l'immigration, je suis issue d'une autre immigration, mais pas l'immigration maghrébine, ni de l'immigration subsaharienne. Donc il faut se faire accepter comme tel. Si on se fait accepter, si on finit par être à l'aise, et qu'on se plaît, moi je me suis beaucoup plu avec les ouvriers agricoles portugais qui étaient militants de la fin du régime de Salazar, parce que à la fin, c'était un milieu de gens d'interconnaissance. Donc et avec le mouvement Beurre, les grandes associations issues de l'immigration maghrébine, si on est à l'aise là-dedans, après ça se passe très très bien. Et la difficulté, c'est d'arriver à accepter parmi eux, si j'ose dire, dans notre expérience d'enquête. Un exemple, pour donner d'autres exemples, deux de mes étudiantes, il y en a une qui prennent des risques d'ailleurs. J'en ai plusieurs qui ont pris des risques, parfois je leur dis quand même c'est un peu limite. Une qui a interviewé les Aragas, les gens qui veulent partir d'Algérie pour aller traverser la Méditerranée. Ils disaient, est-ce que je me fais, vous croyez que je dois faire être accompagné par mes cousins ou mon frère pour faire les entretiens à minuit quand ils partent de la côte algérienne, j'aurais dit oui, surtout, là, vous avez des risques quand même. Une autre qui s'est fait passer, qui est originaire de Grenade, et qui a fait sa thèse sur le passage à l'époque du Gibraltar entre le Maroc et l'Espagne. Elle s'est fait passer pour elle serait typée presque, disons, maghrébine, et espagnole, et elle s'est fait passer pour quelqu'un qui était au Maroc et qui voulait passer pour connaître un peu les filières de passeurs. On lui dit là c'est un peu risqué, mais elle a fait une très belle thèse sur le passage entre Tanger et Carnifort, etc. C'est un travail magnifique du terrain. La dernière, c'est celle qui a fait la dernière thèse, d'ailleurs à Sciences Po, sur les 25 que j'ai dirigées. C'est une jeune étudiante, fort jolie d'ailleurs, qui a interviewé auprès des Soudanais qui étaient chassés du Darfour et qui essayaient de trouver refuge en Égypte, ou alors des gens du Sud-Soudan qui ensuite refoulaient vers le Soudan de Khartoum et qui ensuite allaient aussi vers l'Égypte. Et non seulement elles se faisaient, disons, critiquées par beaucoup de gens qui disaient elle fréquente ces gars-là, c'est invraisemblable et tout. Et d'autre part, c'était un terrain quand même assez une jeune femme auprès de gens qui en avaient vu de toutes les couleurs et tout, c'est pas si évident, qui erraient entre la frontière israélienne et le Soudan, et l'Égypte plutôt, après être venue du Soudan. Tout ça, c'est des enquêtes un peu chaudes, si je vous dirais. Il y en a d'autres que je pourrais vous donner comme exemple, mais souvent c'est passionnant, hein. Le terrain c'est exceptionnel. Et comme l'enquête que je vous cite de Aragon, la traversée du Mexique avec les Guatémaltèques, c'est fantastique, c'est raconté. Mais c'est inimaginable. Il faudrait que le ministre dise ça. D'autres questions? Oui. Quel a été l'impact du pacte migratoire conclu entre l'UE et la Tunisie sur l'immigration en Europe ainsi que sur le respect des droits de l'homme? Et pourquoi les millions d'euros que l'UE verse à la Tunisie ne sont-ils pas utilisés pour l'accueil des migrants? Alors, la Tunisie, c'est le pays d'Afrique, ça va vous surprendre, d'où on émigre le plus au sein du continent africain. Ce n'est pas un pays très peuplé, ce n'est pas le pays le plus pauvre, mais c'est le pays où il y a le plus de migrants tunisiens quittant la Tunisie pour un autre pays. Donc c'est un grand pays d'émigration, malgré la modestie de son territoire et de sa population. Donc ça, c'est quand même un cas particulier. Pourquoi? Parce que la Tunisie, elle a
précisément des liens migratoires. Ils ont une tradition plus que millénaire d'échange avec l'extérieur, et donc il y a des liens transnationaux très forts construits entre les Tunisiens de Tunisie et les Tunisiens de l'étranger. Ils sont en permanence tournés vers l'extérieur, donc c'est un pays d'émigration, mais ils sont devenus aussi, dans un contexte de régime autoritaire, un pays d'immigration. D'une part, ils ont accueilli l'essentiel des Libyens de la révolution arabe de 2011. Moi, je suis allée à cette période en Tunisie, mais là, dans cette période-là, c'est vrai qu'il y avait énormément de Libyens. L'essentiel des Libyens se sont réfugiés en Tunisie après la chute de Kadhafi. Et ensuite, le régime, qui était considéré comme plein d'espoir par certains observateurs, s'est gravement durci. Et aujourd'hui, il y a une chasse aux subsahariens qui est colossale en Tunisie. Et la Tunisie joue un double jeu, je ne dirais pas le seul. Elle joue un double jeu parce qu'on parle beaucoup de Tunisie pour aller en Italie. C'est très proche entre le Caspon et l'île de Lampedusa. Et donc, en fait, c'est un des points de départ, si je veux dire, même autour du golfe de Hermès, pour aller jusqu'en Europe. Donc, la Tunisie a signé des accords, d'abord avec l'Italie, du temps de M. Berlusconi, mais après, maintenant, bien sûr, et avec la France aussi, et elle signe surtout des accords bilatéraux, ce qu'elle préfère, parce qu'on peut négocier plus facilement que multilatéraux avec l'Europe en disant on va contrôler la frontière et on va empêcher les gens de partir. Bon. Sauf qu'ils sont contents de se débarrasser des subsahariens. Donc c'est un peu un double jeu, mais si d'une part, eux, ils ont quand même intérêt à ce qu'il y ait de la migration aussi tunisienne, qu'en principe, ils empêchent d'après les accords signés, parce que c'est des transferts de fonds. Tous les pays du Sud, même s'ils signent des accords, ils ont intérêt à ce qu'il y ait de l'immigration, parce que les transferts de fonds, c'est 670 milliards de dollars annuels à l'échelle du monde, envoyés par les migrants dans leur pays. Il y a des régions qui vivent largement, enfin largement, pas très bien, mais essentiellement des transferts de fonds dans certaines régions de départ enclavées, mais tournées vers la migration. Donc c'est une ressource essentielle, pas tellement pour le développement du pays, mais pour le mieux-être des gens, le mieux vivre. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par l'Institut de recherche sur le développement, etc. Là-dessus, c'est une sorte d'assurance. Dans les pays, il n'y en a pas. Une assurance santé, une assurance pour la vie quotidienne, une assurance chef de famille et de chômage, une assurance environnementale, etc. Les transferts de fonds, c'est l'assurance numéro 1 dans beaucoup de régions de l'État. Donc ils acceptent les accords parce que aussi on leur donne de l'argent. On dit on va former, je ne sais pas ce qui est passé dans la tête des élus européens, former des gardes-côtes libyens. C'est un des pays les plus corrompus au monde aujourd'hui pour le passage des frontières, et on va former des garde-côtes. C'est un pays où les passeurs sont en uniforme. En Libye, la corruption est totale. Et donc, l'idée qu'on va former des... Alors, la Libye, c'est vrai, elle a une très grande longueur maritime sur la Méditerranée, mais là aussi, c'est un point de départ très important en Europe. Donc, on signe avec la Tunisie, on signe avec la Libye des accords bi- et multilatéraux d'externalisation de la frontière en échange de politiques de réinsertion, dit-on, s'ils acceptent volontairement d'être reconduits, ou en échange d'expulsion pour des gens qui ont été condamnés, ou en disant on va mener des politiques de développement. Sauf que ces recettes, si j'ose dire, politique de retour, politique de développement, ça fait 40 ans qu'on a ces politiques-là, ça n'a pas donné des résultats spectaculaires. Donc pourquoi est-ce que dans les accords européens, notamment dans le pacte, on dit il faut réactiver les reconductions à la frontière, les politiques de retour et de développement, dont les résultats spectaculaires se font encore attendre depuis 40 ans. C'est pour l'opinion publique. Une chose que j'ai pas le temps de vous dire, c'est que la politique migratoire, elle n'est pas du tout faite pour faire une bonne politique d'immigration rationnelle, elle est faite pour l'opinion publique. Et les décideurs se disent si l'opinion publique veut ça, on va leur servir ça. Ils savent pas que ça ne marche pas. Les reconductions à la frontière, aujourd'hui on en a 8%, et le ministre de l'Intérieur, qui a pris ses fonctions, avait dit qu'il y aurait 100% de reconduction. C'est très compliqué la reconduction, parce qu'il faut que le pays de départ reprenne avec une certification consulaire la personne, etc. Alors il faut négocier beaucoup d'argent, ça coûte cher aussi. Donc en fait,
c'est fait pour l'opinion publique. Même si ça ne marche pas, c'est pas très important. Moi, je disais dans le journal dans Le Monde il y a quelques jours, telle mesure qui a été lancée, moi je disais, mais ça sera jamais efficace. Non, mais l'essentiel, c'est d'avoir lancé. Même si elle est annulée par les tribunaux, on retrouve notre sujet du droit, des droits de l'homme, beaucoup de décisions migratoires dans les politiques publiques ont été annulées par les tribunaux. L'essentiel, c'est pas qu'elles aient été annulées, parce que la plupart des gens, ils ne vont pas suivre que ça a été annulé. C'est d'avoir lancé. Comme ça, le tribunal dit oui, ils ont fait ça. Ils ont dit, comme Mme Meloni a dit, qu'on ne pourrait plus accoster dans les ports italiens. Nécessairement, on accoste dans les ports italiens parce que c'est le premier pays d'arrivée quand on a traversé la Méditerranée. Mais les gens ont oublié, mais ils se sont dit, Mme Meloni, elle a bouclé les ports italiens. Par exemple, hein, elle a dit que ce serait les Albanais qui accueilleraient ces demandeurs d'asile. Ça a été allégé par les tribunaux italiens et la Cour de justice de l'Union européenne. Mais c'est fait pour c'est pour l'opinion, c'est une théâtralisation d'un certain nombre de mesures qui n'ont aucune efficacité. Je pense que les décideurs le savent, ou alors vraiment ils découvrent leur sujet quand ils prennent leur fonction, mais c'est pas du tout fait pour nécessairement faire une politique rationnelle. Merci. Alors, on peut avoir jusqu'à une vingtaine de minutes encore pour vos questions, donc n'hésitez pas. Oui. Et justement, dans ce cadre-là, les accords qui ont été passés entre la France et la Grande-Bretagne, un sortant, un entrant, est-ce qu'on n'a pas là justement une sorte de problème éthique au regard des droits de l'homme? Est-ce qu'on n'assiste pas à une sorte de commercialisation de la migration? Alors là, j'en parle dans le livre, là. Je me réfère à François Héran, que je connais bien, qui est professeur au Collège de France sur les questions migratoires, et qui dit qu'on est les humbles exécutants des volontés de la Grande-Bretagne dans l'acceptation de ces accords du Touquet, renouvelés à Saint-Heurt, et encore renouvelés l'été dernier, contre des échanges. Alors moi j'ai essayé, puisque de temps en temps je rencontre des sénateurs, des gens comme ça, et je leur dis, des élus ou des élus du passé, en échange de quoi est-ce que la France, c'était du temps de Nicolas Sarkozy en 2002, ministre de l'Intérieur, les accords ayant été signés en 2003, les accords de Touquet, a-t-on accepté d'être précisément les humbles exécutants du Royaume-Uni dans cette affaire du passage de Calais? C'est pas très clair en réalité, parce que certains m'ont dit on a réussi à vendre du matériel militaire, ce qui est possible, hein, en échange du fait que nous on exporte donc du matériel militaire au Royaume-Uni, en échange du fait qu'on va s'occuper du traitement des personnes qui veulent passer au Royaume-Uni. C'est la réponse qu'on m'a donnée, mais c'est tellement top secret que jamais j'ai eu ni sur. Pourtant, ça m'intéresse. Je dis voilà, l'échange n'a jamais été clarifié en réalité, les termes de l'échange, alors que ça concerne quand même beaucoup d'argent. Hein. Et ça pourrit quand même la région. Au début, à Calais, les gens étaient relativement accueillants parce qu'eux-mêmes, ils avaient été. Pendant la guerre, détruits, ils n'avaient plus de maison, ils campaient avant qu'ils puissent faire reconstruire leur maison. Il y avait une certaine générosité, puis au fur et à mesure, c'est pas des gens très riches qui habitent sur la côte, ils ne sont pas sur la côte méditerranéenne, leur maison, elle ne vaut plus rien. Hein. Si on veut vendre une maison à Sangatte, les gens vont dire les Afghans, moi je ne vais pas acheter une maison avec les Afghans à côté, etc. Donc leur maison qui était le fruit de leur épargne, hein, dans ces endroits-là, ce que disaient les associations, c'est des tout petits épargnants, elles ne vaut plus rien, donc pour eux c'est dramatique. En plus, il y a la nuisance qui est liée au fait que c'est devenu un camp militaire. Si vous allez toutes les dunes ont été arasées, il y a des miradors, des policiers avec des chiens, etc., des grillages, le décor qui n'était pas exceptionnel, mais qui était verdoyant, c'est la côte, quoi. Et il n'existe plus, si vous voulez. Donc, ça a été un phénomène progressif. D'abord, il y avait un camp de la Croix-Rouge, qui a été ensuite supprimé par Nicolas Sarkozy quand il est devenu président, parce qu'il a dit que ça attirait les gens. Toujours l'appel d'air, hein, c'est un camp de la Croix-Rouge qui était fait pour 800 personnes, il y en avait 2000 qui vivaient là-dedans, pour arrêter les gens et pour les soigner avant qu'ils partaient bien sûr vers le Royaume-Uni. Et à l'époque, le passage, c'était surtout dans le train, l'Eurostar et les camions. Donc il y a eu toute une période avec beaucoup d'accidents parce que les gens s'accrochaient sous les trains, des morts, etc. Et puis ensuite les camions, donc même à 100 km de la côte, les camions s'arrêtaient avant de prendre
la route du tunnel sous la Manche, et il y avait tout un trafic organisé, on payait son tour et son heure, comme si on réserve un ticket pour aller au théâtre, pour entrer sous les bâches des camions, et il y a eu beaucoup de morts aussi, des gens étouffés dans des frigorifiques, ou alors repris en Angleterre, identifiés comme tels, etc. Donc ça a été la période de la route. Et maintenant, on a, comme c'est pas très... Maintenant, il y a une sophistication des passages de cette nature. C'est les small boats qui ont pris la relève, et c'est beaucoup plus dangereux parce que la Manche, c'est pas la Méditerranée, et donc il y a des vagues, il fait froid, et donc aussi les responsables des deux côtés se renvoient la balle pour dire c'est sur la mer, disons, territoriale ou pas, etc. Donc c'est devenu... Alors malheureusement, dans ce contexte-là, où il y a de plus en plus de morts, on a vu jusqu'à 86 morts l'an dernier, et on a eu beaucoup pendant l'été, on a beaucoup de passages, mais aussi beaucoup de morts. On a renouvelé les accords. En 2018, Sandhurst, après Fouquet, 2003, Sandhurst en 2018, parce que les Anglais, ils tiennent beaucoup à ce système-là, ils sont contents, on fait le boulot pour eux. On fait le travail qu'on demande à faire aux pays du Sud de la Méditerranée, hein, avec des accords qu'on appelle l'externalisation de la frontière. On empêche les gens de partir de chez eux, hein, ce qu'on appelle le containment. Nous, on fait ce travail-là pour le compte du Royaume-Uni, contre quelque chose qui n'est pas très clair, pour dire les choses franchement, et bien que le Royaume-Uni ait quitté l'Union européenne. Alors peut-être pour développer, moi je suis dit peut-être pour développer le Nord-Pas-de-Calais qui n'est pas riche, ça fait les Anglais, c'est vrai que bon, donc on fait une bonne figure et en échange, bienvenue en France quand vous avez passé votre figure et que vous venez d'ailleurs, etc. Peut-être que c'est un aspect, j'en sais rien, j'ai jamais vu rien là-dessus. Et j'ai posé la question à des gens du home office de l'ambassade, ils ne savent pas quels ont été les termes de l'échange de ces accords. Ils ont été encore renouvelés, et j'entendais cet été M. Retailleau, notre ministre de l'Intérieur, qui se réjouissait qu'on ait réussi à retenir. Alors je croyais qu'il pensait qu'on trouvait qu'on avait trop d'immigrants en France, mais là, il est content qu'on ait réussi à retenir sur notre territoire un certain nombre de gens qui auraient dû sinon partir vers le Royaume-Uni. Alors maintenant, on est entré dans une nouvelle phase, puisque l'accord dit que le Royaume-Uni fait son tri, si j'ose dire. Donc ceux qui ont le profil de demandeurs d'asile, ils les gardent, qui sont passés, ils les gardent sur son territoire, tandis que ceux qui n'ont pas le profil, qui seraient plutôt des faux demandeurs d'asile, on les renvoie en France. On les renvoie en France. Donc c'est comme si on fait le tri dans une pièce, on prend un truc, puis les autres prennent ce qui reste, et ce qui reste, c'est des gens qui vont être l'objet de ce qu'on appelle le système de Dublin. Donc la France, puisque le Royaume-Uni n'est plus dans l'Europe, va les renvoyer vers les frais du contribuable, en principe, vers l'endroit où ils sont entrés en Europe, pour qu'ils soient réexaminés, soit comme demandeurs d'asile, soit renvoyés chez eux, mais on n'a pas les moyens de renvoyer tout le monde. Donc en fait, 8% de reconduction, ça veut dire que ça va faire des sans-papiers. C'est curieux. Merci. Donc pour la fin de la séance, on va ouvrir les questions à tous, un étudiant ou un collègue enseignant, qui sont venus aussi nombreux. Oui. J'avais une question, madame. L'immigration, son cadre juridique en tant que l'esclavage. Pardon. Alors, on a eu beaucoup, c'est une très bonne question. On a eu beaucoup de débats parce que j'ai été longtemps au conseil d'orientation, c'est-à-dire le conseil scientifique, au conseil d'administration du musée de l'immigration. Avant sa création, pendant sa création, jusqu'à l'an dernier, pendant 20 ans, j'ai suivi les activités, je le suis toujours, mais depuis moi maintenant, mon mandat étant terminé, j'ai suivi les activités du musée de l'immigration. Et on a eu, dès le début, un débat sur savoir si on incluait l'esclavage dans l'immigration. Et on a considéré à l'époque, quand on a créé le musée, qui a ouvert ses portes en 2007, je vous conseille, si vous avez l'occasion, d'aller voir ce musée, qui est un très beau musée. C'est le seul palais art déco de cette taille qui existe en France, avec tout son décor, d'origine, c'était le musée des colonies. Eh bien, il a été décidé qu'on ne prendrait pas l'esclavage, parce que l'esclavage, c'est pas l'immigration. L'esclavage, c'est une autre forme de mobilité forcée qui est dans une autre logique que celle de l'immigration. Et puis ensuite, le musée a été refait, un petit peu modernisé
donc il y a 2 ans, et les commissaires ont décidé cette fois-ci d'inclure l'esclavage. Je pense que c'est un débat parmi les historiens parce que c'est pas vraiment une immigration, c'est une autre logique. Merci. Oui. Moi, c'est surtout pour avoir votre avis sur mon sujet. Alors attendez, je ne vous entends plus du tout, mais je vais m'approcher. Donc, c'était surtout pour avoir votre avis sur un sujet. Il y a beaucoup de chercheurs qui s'accordent à dire que c'est l'État qui crée les sans-papiers. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui ont assisté à une session à la CNDA. Même lors des sessions, on a l'impression que c'est surtout pour trouver des problèmes plutôt que comprendre la situation de celui qui demande. Oui, c'est un bon sujet. Voilà, alors sur la CNDA, moi je connais des gens qui sont bien sûr à la CNDA, etc. Ils sont débordés, hein, ils sont dans le street, c'est pareil. Et ce que disait, alors Karen Akoka a fait un livre sur l'asile qui est très, très intéressant, qui montre, qui a analysé par nationalité les chances que l'on pouvait avoir selon l'endroit d'où on vient d'obtenir l'asile. Elle montrait, comme je vous l'ai dit, qu'en moyenne 10% des Africains subsahariens avaient des chances d'obtenir le statut, alors que pendant la crise de 2015, 65% des Syriens ont obtenu le statut de réfugié, et que dans le passé, 99% des Vietnamiens et 100% des Chiliens ont obtenu le droit d'asile. Donc c'est des traitements particuliers parce qu'il y a un soupçon. Pourquoi est-ce qu'on a tellement changé? Parce que dans le passé, on a eu 2 profils de demandeurs d'asile. C'était soit des individus, c'était les dissidents du monde communiste, donc qui correspondaient véritablement au profil du persécuté, etc., plutôt des élites, du moins, mais enfin quand même, et puis urbaines, et puis on avait des groupes qui étaient menacés en raison de leur origine, de la situation dans leur pays, comme les Tamouls, par exemple, et quelques autres. Voilà. Et on examinait le profil de... Aujourd'hui, on a surtout... alors ensuite, on examine les individus, hein, le profil de chaque individu. On est très très pointilleux là-dessus, savoir quelle est leur persécution, est-ce qu'ils sont menacés, est-ce qu'ils racontent une histoire, etc. Et comme souvent ils sont un peu perdus, ils racontent des histoires toutes faites que leur ont défini des passeurs, donc ça passe pas, bien sûr, on veut mieux raconter la vérité. Mais surtout, on applique à des groupes entiers, parfois des nationalités entières, un mode d'examen fondé sur le mode individuel. Donc on vient pour un exemple, je ne sais pas, du Niger, on va dire la plupart d'entre eux sont des pêcheurs, c'est des demandeurs d'asile, etc. Le Soudan, encore plus net, parce que là il y a beaucoup de Soudanais dans les demandeurs d'asile, ils viennent du Soudan, donc il faut se méfier parce que tous n'ont pas été... Et on leur applique des critères individuels. On prend un groupe, les Soudanais, mais quand on va examiner leur demande, on va voir individu par individu s'ils ont été personnellement persécutés. Alors que du temps des Vietnamiens ou des Chiliens, les Afghans, on a appliqué jusqu'à 65% d'acceptation afghan, et ensuite le statut de réfugié, femme afghane aujourd'hui 100%, c'est la jurisprudence de la Commission nationale du droit d'asile. Et là, le biais est introduit par le fait que il y a une suspicion déjà, et d'autre part parce que on prend un groupe, et parfois même un groupe tellement large qu'il s'agit d'un pays, mais on va faire un examen individuel de la situation de chacun. Donc avec ce système-là, on a très très peu de gens qui ont des chances d'avoir le statut dans certaines contenues des pays qui viennent. Vous avez vu une main levée par ici tout à l'heure? Oui. Merci. J'ai juste une question. Alors, en tant que chercheuse et citoyenne, comment combattre les discours de haine qui visent les étrangers et les migrants? Et quel rôle pour le chercheur? Alors, très très bonne question. C'est celle que je pose à la fin de mon livre. Je ne suis pas la seule, hein, beaucoup de gens le font encore plus brillamment que moi, comme par exemple François Héran. François Héran, c'est un prof qui a été traité de wokiste, d'islamo-gauchiste. Et François Héran, je le connais bien, donc je peux raconter son cursus. C'est quelqu'un qui a fait Normal Sup, qui a fait des philo, qui a été directeur et qui a fait beaucoup de terrain en Amérique latine sur les questions migratoires, qui ensuite a été directeur d'un département à l'INSEE, donc il connaît les chiffres.
qui a été directeur général de l'Institut national d'études démographiques, et ensuite qui a été nommé professeur au Collège de France pour un certain nombre d'années, jusqu'à ce qu'il tombe à l'âge de la retraite l'année dernière. Donc c'est pas complètement quelqu'un qui dit n'importe quoi, si je veux dire. Mais quand il essaye de se produire, alors quand il a commencé, alors il a parlé des chiffres, bon, et après il a fait des cours sur l'intégration, là on lui a dit qu'il mentait, il recevait des menaces de mort, et des petits cercueils dans les enveloppes, paraît-il, chez lui, d'après ce qu'il me disait. Donc en fait, ça montre l'état de haine qu'il peut y avoir à l'égard du discours que nous on peut produire, parce qu'ils n'aiment pas qu'on les contredise. Et parfois on a quelques arguments. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est nombreux à le faire, hein. On intervient quand même, on écrit de temps en temps dans la presse, hein. J'en ai de faire des articles dans le monde. François Héran en fait plus que moi, d'autres comme François Gemel sur les déplacés environnementaux, le Convention aussi, etc. On intervient dans la presse. On intervient souvent, on est sollicité par les radios, hein. On intervient dans des face-à-face, dans les médias, pour contredire un certain nombre d'idioties, si j'ose dire, qui circulent dans certains discours politiques. Ça m'est arrivé d'ailleurs pour ce livre, hein, je pourrais même vous envoyer à vos professeurs le lien. Je suis passée chez France Culture dans une émission d'Alain Finkielkraut et j'ai répondu assez précisément à mon interlocuteur qui m'avait invité pour l'occasion pour montrer que c'était pas très fondé son argumentation, et c'est un groupe qui s'est créé très proche de l'extrême droite sur la population et la migration. Donc voilà, on répond à des face-à-face comme ça. Parfois dans des plateaux de télévision, on a moins de temps. Hein. On a moins de temps, mais c'est parfois plus efficace parce qu'il faut dire en 3 minutes quelque chose de bien marqué, si je veux dire clair, vis-à-vis d'un interlocuteur ou vis-à-vis d'élus politiques, etc. C'est une chose qu'on fait assez souvent. Mais avec une efficacité très limitée. En revanche, on rencontre quasiment jamais des décideurs. Il m'est arrivé de rencontrer deux présidents de la République, mais je n'ai jamais rencontré de ministre s'occupant des questions de migration, surtout récemment. Donc on n'est jamais, et mes collègues non plus, on échangeait là-dessus, un grand colloque migration au mois de juillet, début juillet, quand il était très chaud, et on s'est dit, non, on n'est jamais convié vers des gens qui s'occupent de ça dans les ministères. C'est un peu étonnant parce qu'on est quand même nombreux à travailler là-dessus. On a 40 ans de recherche, beaucoup d'entre nous derrière tout ce qui a été fait. Et en fait, non, ça ne les intéresse pas. Ils veulent pas, ils veulent faire une politique pour l'opinion publique. Il nous reste 5 minutes encore. Oui. Je voudrais savoir, la place où il faut avoir l'immigration dans les conflits. Je pense notamment au conflit entre la Pologne et la Biélorussie, oui, où on a la Pologne qui du coup a construit un mur, oui, et la Biélorussie qui attaque, par un peu la traite humaine, la Pologne. Alors ça, c'est une sorte de politique de pression, hein, qui a été faite. Il y a d'autres exemples, hein, pas que celle-ci. La Biélorussie, qui avait été très mécontente de l'attitude de l'Europe à l'égard de son régime politique, avait décidé, pour faire pression sur l'Europe, et sans doute pour ennuyer l'Europe, de faire venir par des anciennes lignes du système soviétique entre la Biélorussie et les pays de départ, des gens qui venaient, des réfugiés d'Irak, qui venaient d'Afghanistan ou de Syrie, etc., en leur promettant l'Eldorado européen et en les massant à la frontière, que je connais, entre la Biélorussie et la Pologne. Et donc, il y a eu des morts, parce que c'était l'hiver. J'ai été amenée à commenter, il y a un film qui a été fait là-dessus qui s'appelle Green Borders, et qui montre la détresse des gens qui se sont retrouvés là-dedans parce qu'ils ont été faits, si j'ose dire, par ceux qui leur promettaient des choses qui n'ont pas eu lieu, parce que la Pologne a fermé ses frontières. En plus, elle n'est pas très ouverte à la question migratoire en ce moment, depuis 2015, même si elle a accueilli beaucoup d'Ukrainiens. Et donc, les gens, il y a eu des morts parce qu'ils faisaient très froid, des bébés, etc. Les gens étaient pris en famille en disant on quitte définitivement nos régions qui sont menacées. Et donc, ça n'a pas eu d'effet de pression, mais ça a eu des effets dramatiques pour les personnes qui ont cru à cette histoire.
Merci, on va prendre la toute dernière question. Non, c'est pas... Oui. Je me demandais, est-ce que vous trouvez que le monde académique est de plus en plus reculé face aux diffamations et aux faux sons, Oui, bien sûr. à la post-vérité qui s'installe dans les médias face à, par exemple... Tout à fait. Et je pense qu'il y a une vraie menace, pas uniquement sur ces sujets-là, mais sur les thématiques environnementales, par exemple, sur les questions anti-vax et toute une série de sujets. L'importance qui a été prise par certains médias qui ont beaucoup de moyens sur la maîtrise de l'information fait qu'il y a une certaine réticence à l'égard du discours du chercheur dans les domaines les plus ambus du débat politique aujourd'hui. C'est vrai, vous avez raison. Un grand merci à vous.